La mer. De l'eau à perte de vue sur des milliers de kilomètres. Les océans sont aussi magnifiques que dangereux. Si un navire se trouve en difficulté loin des côtes, ceux qui se trouvent à bord ne peuvent pas faire grand-chose, en dehors d'espérer qu'on vienne les secourir. On pourrait penser que le naufrage est le pire qui puisse arriver. Mais ce sont en réalité les incendies qui sont les plus effroyables. Non seulement les flammes finissent par dévorer le navire tout entier, mais les passagers et l'équipage se retrouvent alors confrontés à deux choix. Être brûlés vifs ou se jeter dans une mer impitoyable. Sur un bateau, un brasier ne fait pas de distinction de classe. Il emporte tout le monde, des immigrants en quête d'une vie meilleure, aux membres de la haute société qui pensaient profiter d'une traversée agréable. Depuis les débuts de la navigation, des milliers d'incendies dramatiques se sont déclarés en mer. Mais même les plus catastrophiques sont souvent méconnus. Les images qui en témoignent sont aussi fascinantes que terribles. Mais elles sont surtout restées confidentielles. Aujourd'hui, grâce à des films restaurés et des photographies haute définition, nous pouvons nous pencher en détail sur des accidents maritimes où triomphe parfois l'héroïsme, au milieu de la tragédie. Nous pouvons enfin comprendre ce qui se passe à bord d'un paquebot en proie aux flammes, en pleine mer. Asbury Park, dans le New Jersey. Cette station balnéaire se trouve sur la partie nord de la côte atlantique du New Jersey, surnommée Jersey Shore. Avec sa promenade longue de plusieurs kilomètres, c'est une destination estivale prisée par les New-Yorkais et les habitants du New Jersey. Depuis plus d'un siècle, c'est un endroit agréable où supporter la chaleur. Pendant toutes ces décennies, Asbury Park a son lot de catastrophes. Ouragans, inondations, noyades. Mais rien dans l'histoire de la ville ne peut rivaliser avec les événements du matin du 8 septembre 1934. À 5 km de la côte, un imposant paquebot en flammes fend la mer déchaînée en direction du nord. Des centaines de personnes sont repêchées. Certaines sont en vie, mais malheureusement beaucoup sont mortes. Le SS Morro Castle finit par s'échouer sur le rivage, juste à côté du centre de conférence d'Asbury Park. La scène est aussi déroutante que terrifiante. Pourquoi a-t-il fini sa course ici? Comment 137 personnes ont-elles trouvé la mort? C'est devenu une légende maritime. Tout commence 4 ans plus tôt. Le Morro Castle est construit puis inauguré par la Ward Line, une compagnie spécialisée dans les trajets entre la côte est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes. Les passagers embarquent pour des vacances de rêve. Son itinéraire est l'un des plus prisés, l'aller-retour entre New York et La Havane, en moins d'une semaine. Mais ce paquebot n'est pas seulement célèbre pour ses fêtes mémorables. La Ward Line, son propriétaire, est soupçonné d'avoir accepté de l'argent de révolutionnaires cubains pour faire entrer clandestinement des armes sur l'île. Mais ça n'a jamais été prouvé. Le 7 septembre 1934, en début de soirée, le Morro Castle effectue son trajet de retour vers New York.
Il est censé arriver tôt le lendemain matin. Mais la mer est agitée. Une violente tempête se prépare le long de la côte est. Le navire avance péniblement à travers les vagues immenses de l'Atlantique en essuyant des rafales de 50 km/h. Normalement, il devrait être capable d'affronter de telles conditions de navigation. Mais tout bascule vers 20 heures. Le commandant Robert Wilmot prévient son équipage qu'il ne se sent pas bien et qu'il va s'allonger un moment dans sa cabine. 1 heure plus tard, on le retrouve mort. Il a fait une crise cardiaque. La direction du paquebot est confiée au commandant en second, William Warms, un marin bien moins expérimenté. Peu avant 3 heures du matin, une épaisse fumée commence à s'échapper d'un placard du salon d'écriture de la première classe, situé sur le pont B. En quelques minutes, les flammes s'échappent du réduit et envahissent la pièce. Puis elles gagnent rapidement les couloirs et les bureaux environnants. Le Morro Castle est en proie à un incendie. Le feu ne met pas longtemps à se propager et à faire des ravages. Il détruit les câbles du système électrique, plongeant le navire dans le noir. Le commandant Warms tente de le faire échouer, mais le feu a coupé les conduites hydrauliques. Il a perdu le contrôle du navire. Pendant la nuit, les équipages d'autres bateaux voient apparaître une étrange lueur à l'horizon. L'officier radio du Morro Castle, George Rogers, devient un héros. Il parvient à envoyer un unique message de détresse avant que l'électricité soit coupée. La mer déchaînée et le manque d'informations créent la confusion et empêchent toute tentative de sauvetage. Les autres navires sont incapables de rejoindre le paquebot en flammes. Les passagers et les membres de l'équipage se bousculent dans le noir pour rejoindre le pont. Ils attendent le lever du jour pour avoir une chance de s'échapper. Il y a 12 canots de sauvetage. C'est largement insuffisant pour les 549 personnes à bord. Certains des bossoirs sont recouverts de multiples couches de peinture qui empêchent les canots d'être détachés et donc utilisés. Le Morro Castle se transforme en un véritable enfer. Les passagers doivent faire un choix cornélien, brûler ou sauter. Beaucoup se jettent à l'eau avec des bouées de sauvetage. Ils finissent par se noyer ou se rompre le cou dans la chute de 18 mètres de hauteur. Ce qui devait être une dernière nuit de fête en mer s'est transformé en cauchemar éveillé. D'abord avec la mort du commandant, puis avec cet incendie suspect qui a transformé le Morro Castle en un brasier flottant, et finalement en cercueil géant. Le port de New York. Le lieu où des millions d'immigrants sont descendus de bateaux il y a 100 ans, en quête d'une vie meilleure. C'est également l'endroit où les habitants se rendent pour échapper à la poussière et à la saleté de la ville, en partant pour des croisières d'une journée sur des bateaux à vapeur. Ils ont été construits exclusivement pour remonter et descendre l'Hudson et l'East River. Le général Slocum est l'un d'entre eux. Il tient son nom du héros de la guerre de sécession, Henry Warner Slocum, également membre du Congrès. Le bateau est construit en cale sèche en 1891. Il mesure 72 mètres de long et 11 mètres de large. Il comporte 3 ponts, 3 compartiments étanches et 250 lampes électriques. Le général Slocum est alimenté par 2 roues à aubes, placées de chaque côté du bateau. Chaque roue comporte 26 aubes gigantesques qui le propulsent sur l'eau à une vitesse respectable de 30 km/h. Il y a 22 membres d'équipage, placés sous le commandement du capitaine William H. Van Schaik. Au cours des 10 ans qui suivent son inauguration, le bateau connaît de nombreux incidents. Il s'échoue plusieurs fois.
Les passagers doivent alors être ramenés sur la terre ferme par les airs. Mais rien n'est comparable à ce qui se produit au matin du 15 juin 1904. C'est un mercredi. Le Slocum a été loué par l'église évangélique luthérienne Saint-Marc du quartier de Little Germany à Manhattan. La paroisse a déboursé 350 $ pour cette excursion. Plus de 1400 fidèles embarquent, pour la plupart des femmes et des enfants. Le bateau quitte le quai à 9h30. Il doit remonter l'East River puis virer à l'est pour rejoindre l'estuaire de Long Island. Sa destination finale est Locust Grove, une aire de pique-nique située à Eaton's Neck sur Long Island. Mais à hauteur de la 90e rue, un incendie se déclenche dans une cabine de stockage à la proue du bateau. Le feu se propage rapidement, alimenté par de la paille, de l'essence et des chiffons graisseux éparpillés dans la pièce. Le matelot de pont, John J. Coakley, aperçoit la fumée et tente d'éteindre le feu. Mais quand il ouvre la porte de la cabine, le grand appel d'air qu'il provoque crée une énorme boule de feu qui finit par exploser. Le général Slocum est un brasier, et la situation est grave. Les passagers en panique s'emparent des gilets de sauvetage qui sont stockés dans les compartiments du plafond depuis l'inauguration du bateau 13 ans plus tôt. Ils sont fabriqués en liège bon marché. Les mères les font enfiler à leurs enfants avant de les jeter à l'eau, dans l'espoir de les sauver des flammes. Mais les gilets en liège se gorgent d'eau et attirent les enfants impuissants vers le fond. De plus, l'immense majorité des immigrants à bord ne sait pas nager et porte des vêtements lourds, en laine. Quand ils se jettent à l'eau, leurs habits sont très vite détrempés. La plupart d'entre eux ne parviennent pas à se maintenir à la surface. Le commandant Van Schaik continue à faire avancer le Slocum à toute vapeur. Il ne veut pas l'amarrer et risquer que le feu se propage sur la terre ferme. Mais ça ne fait qu'attiser les flammes, transformant le bateau en véritable fournaise flottante. Les passagers se jettent par-dessus bord et beaucoup sont aspirés puis broyés par la roue à aubes qui continue de tourner. Le bateau finit par s'échouer sur North Brother Island, au large des côtes du Bronx. Au même moment, le plancher s'effondre, envoyant des centaines de personnes supplémentaires vers une noyade certaine. On estime que 1021 personnes ont été brûlées vives ou se sont noyées. « 321 passagers ont survécu. On raconte que lorsque les maris sont rentrés chez eux après leur journée de travail ce soir-là, le Lower East Side tout entier était désert. Aucun membre de leur famille n'avait survécu. Les autorités mettent des jours à extraire les corps et à hisser l'épave du fond du fleuve. Les cercueils s'empilent sur Brother Island. L'hôtel de ville de New York se drape de noir en hommage à toutes ces vies brisées. Des enterrements ont lieu pendant plusieurs semaines. Dans le cadre de son enquête, le médecin légiste Frank Barnaby interroge longuement le président de la Knickerbocker Steamship Company, propriétaire du Slocum. Il lui demande notamment pourquoi des ordres de réparation qui n'ont jamais été effectués ont été falsifiés. Toutes les personnes ayant une responsabilité dans cette catastrophe
ont été mises en cause. Mais finalement, seul le commandant Van Schaik sera condamné. Il est reconnu coupable de négligence criminelle. Il n'a organisé aucun exercice incendie et les extincteurs à bord du bateau étaient défaillants. Il écope de 10 ans de prison, mais est remis en liberté conditionnelle au bout de 3 ans et demi seulement. L'incendie du général Slocum reste la plus grande catastrophe fluviale de l'histoire de New York. Avant les attentats terroristes du 11 septembre 2001, c'était la tragédie la plus meurtrière de l'histoire de la ville. Si le paquebot s'est enflammé aussi vite, c'est parce que le commandant a décidé de continuer à avancer malgré le vent. C'est exactement ce qui se passe 30 ans plus tard, au large du New Jersey. Les membres d'équipage du Morro Castle viennent de signaler un incendie sur le pont B. Il est dévoré par les flammes en pleine nuit. Et à toutes les étapes, ce sont les pires scénarios possibles qui se réalisent. Seuls 6 des 12 canots de sauvetage sont mis à l'eau, transportant à peine 85 personnes au total, principalement des membres d'équipage. Des habitants transportent des canots vers la plage, et des sauveteurs affrontent courageusement les vagues pour porter secours aux rescapés. Des embarcations locales partent à la recherche de survivants. Des dizaines de personnes qui ont nagé jusqu'à la rive ou qui ont été emportées vers la côte par les courants sont tirées des flots par des sauveteurs et des habitants. Ayant échappé de peu à la noyade, beaucoup de ceux qui ont survécu à ce périple de 5 km doivent être réanimés une fois en sécurité sur la plage. What an end to a joyous 17-day cruise of the Caribbean. Aroused from sleep only a few hours from home and in scanty night attire, hurled into a maelstrom of death. They are still too stunned to tell a coherent story of those hours of terror. They only know they're still alive and wonder why. I had a bellboy on my life belt that didn't have no life belt or life preserve on. So they took him on and left me there. And 3 hours later, one of the boats picked me up. Les survivants, ramenés par les vagues ou repêchés en mer, livrent tous un récit terrifiant. Ils n'avaient que 2 options, se jeter à l'eau ou être brûlés vifs. Well, about 5 o'clock, I guess the only thing to do was to jump overboard. I followed the Frey girl over, and I don't know where she got the courage to jump over. Well, anyway, I followed her, seeing that she could do it. I guess I'm lucky to be alive, that's all. As you see, I have a watch here that stopped exactly at 25 minutes to 5. That's the time I jumped in the water. And from then on, I hung around the water, trying my best not to get all excited, for 7 hours. We were in the water 5 hours. All except that there was another girl in our party who was in another room, and we couldn't find her, and I still don't know whether she has been rescued or not. I'm hoping very much that she was. Sur la plage, rescapés et sauveteurs ont du mal à comprendre la tragédie qui se déroule sous leurs yeux. Tandis que les secours sillonnent la zone à la recherche d'autres survivants, la vedette américaine Tampa attache un câble à la proue du Morro Castle. Elle tente de remorquer l'épave en flammes jusqu'au nord de New York. Mais le câble de remorquage cède rapidement sous le poids du bateau et la tension causée par la houle. Et le Morro Castle se dirige tout droit vers les côtes du New Jersey. Les énormes vagues le poussent vers le rivage. Plus rien ne peut l'empêcher d'aller s'échouer sur la plage. À l'est de l'entrée du port de la Havane, à Cuba, plusieurs mètres au-dessus du fracas des vagues, s'élèvent les vestiges d'une ancienne forteresse imposante, le fort El Morro. Conçu par un ingénieur italien, Juan Bautista Antonelli,
il a été construit en 1589. Il devait protéger le port, et plus généralement la Havane, des attaques provenant de la mer. À l'origine, il était sous le contrôle de l'Espagne, conquis par les Britanniques en 1762. Il retombe aux mains des Espagnols un an plus tard. C'est inspiré de cette imposante muraille de pierre que le paquebot Morro Castle a été baptisé. À la fin du XIXe siècle, Cuba se bat contre l'Espagne pour obtenir son indépendance. Puisqu'il mène une politique étrangère isolationniste, les États-Unis n'interviennent pas. Pourtant, il méprise l'Espagne. Et Cuba n'est qu'à 144 km des côtes du sud de la Floride. En coulisses, une frange importante de l'armée, du gouvernement et des milieux d'affaires cherche un prétexte pour déclencher la guerre. L'occasion que toutes ces personnes attendent va bientôt se présenter au large du fort El Morro. L'une des explosions les plus tristement célèbres jamais survenues sur un navire. L'USS Maine, un bâtiment de guerre américain. Il a été construit à la fin du XIXe siècle pour renforcer la flotte américaine. À cette époque, la marine des États-Unis est vulnérable. Ces amiraux estiment qu'elle serait incapable de protéger les villes côtières américaines en cas d'attaque maritime. En 1883, la marine brésilienne met à l'eau son cuirassé, le Riachuelo. Grâce à ce navire récent et à tous les autres qu'il possède déjà, le Brésil est à la tête de la meilleure marine du continent. Les Américains ont conscience du danger potentiel que cela représente. Le président de la Commission des Affaires maritimes de la Chambre des représentants, Hilary Herbert, déclare devant le Congrès « Si notre vieille flotte se retrouvait tout à coup prise dans une bataille au milieu de l'océan et devait faire face au Riachuelo, il n'est pas certain qu'un seul navire battant pavillon américain rentrerait sain et sauf au port. » Les États-Unis commencent donc à construire 2 énormes vaisseaux de guerre dans les chantiers navals de Brooklyn. Le Texas et l'USS Maine. La construction des 2 cuirassés est une réponse à l'attitude de défi du Brésil. Mais ils doivent aussi permettre aux États-Unis de ne pas se limiter à la protection de ses côtes. Le pays peut désormais attaquer d'autres navires en mer. Mais dès le départ, le Maine semble maudit. Entre la pose de sa quille et sa mise en service, il se passe 9 ans. À l'époque, l'industrie de l'acier américaine rencontre des difficultés. Elle est dépassée par les commandes de cette nouvelle ère industrielle et pâtit des grèves de ses ouvriers qui exigent davantage de droits. Étrangement, et peut-être de façon prophétique, un incendie consume les bureaux du chantier de construction où les différents plans du Maine sont conservés. Les ingénieurs se remettent au travail. Ils dessinent de nouveaux plans, plus compliqués que les premiers. Cela entraîne des retards encore plus importants. « 18 novembre 1889. Des centaines de spectateurs se rassemblent dans les chantiers navals de Brooklyn pour assister à la mise à l'eau de l'USS Maine. Sous toute la longueur du bateau, soit près de 100 mètres, les constructeurs abattent à coups de marteau les cales qui le retiennent. Ils doivent le faire basculer des blocs sur lesquels il a été construit sur une rampe de lancement. Ensuite, des hommes équipés de grandes scies qu'ils manient à 2 s'attaquent tous à la même pièce de bois. C'est une grande poutre de chêne qui retient la traction phénoménale du navire.
Pendant les tout derniers instants où les dents des scies taillent dans le bois, le Maine se met à grincer. Alice Tracy Wilmerding, la petite fille du ministre de la Marine Benjamin F. Tracy, fracasse un magnum de champagne sur la proue du navire. Au même moment, le navire se met à glisser sur la rampe pour gagner la mer. En 1895, le Maine rejoint la flotte américaine qui patrouille le long de la côte est du pays. Parmi les armes qu'il transporte, il y a 4 tubes lance-torpilles de 45 cm de diamètre qui peuvent tirer à un rythme soutenu sur des navires ou des sous-marins ennemis. En plus de ces grands canons de pont, le bâtiment possède un éventail complet d'armes plus légères, mais tout aussi mortelles. 6 canons de 15 cm sont montés sur des châssis dans la coque. 2 à la proue, 2 à la poupe et 2 au milieu du navire. Ils tirent des obus pesant une cinquantaine de kilos à une vitesse à la bouche de près de 600 mètres par seconde. Ils sont capables d'atteindre une cible à plus de 8 km. Le Maine est également équipé d'un système anti-torpille. Il s'agit de 7 canons de 6 livres de 57 mm de diamètre, intégrés dans la superstructure du pont. Ils tirent des obus de près de 3 kg à une vitesse à la bouche de 538 mètres par seconde. Ils peuvent en envoyer jusqu'à 20 par minute et atteindre une cible à plus de 8 km et demi. Le Maine est incontestablement une machine de guerre redoutable. En janvier 1898, le navire part de Key West en Floride pour rejoindre la Havane à Cuba. Il doit protéger les intérêts des États-Unis pendant la guerre d'indépendance cubaine. Cette photo est la dernière du navire, au moment où il entre dans le port de la Havane et passe devant le fort El Morro. Il va bientôt être frappé par une tragédie. Sur l'île, la tension est à son comble à l'heure où les rebelles combattent pour se libérer du joug espagnol. Des complots se forment de tous les côtés. D'après une rumeur, des mines espagnoles joncheraient le fond du port de la Havane. Le soir du 15 février 1898, le Maine jette l'ancre dans les eaux calmes du port, non loin du fort El Morro. À minuit moins 20, sans signe avant-coureur, un terrible incident se produit à bord. Le vaisseau explose. Une énorme boule de feu illumine le ciel. Le tiers avant du bateau, où sont stockées les munitions, se disloque. La plupart des cabines réservées à l'équipage se trouvent à la proue du navire. Les hommes meurent sur leur couchette sans savoir ce qui les a frappés. Le reste du bâtiment en feu coule rapidement au fond du port. Le commandant, Charles Sigsbee, ainsi que 17 autres officiers survivent, uniquement parce que leur quartier se trouve à la poupe. 260 marins américains sont tués. Seuls 89 ont survécu pour en témoigner. Le soleil se lève au-dessus du fort El Morro. Les équipes de sauvetage essaient de comprendre comment l'USS Maine a pu, en une nuit, être réduit aux débris de métaux tordus qu'ils ont sous les yeux. Dans le calme du port, la nuit précédente, une énorme explosion a eu lieu à bord du navire. Elle l'a envoyé rejoindre les fonds marins et a tué la majeure partie de l'équipage.
Des pièces déchiquetées dépassent de la surface de l'eau, témoins de la violence de la déflagration qui s'est produite quelques heures plus tôt. Aux États-Unis, les journaux crient vengeance. La destruction d'un navire de guerre américain au milieu du port de la Havane aggrave une situation déjà tendue. « Souvenez-vous du Maine » devient un cri de ralliement pour des journaux comme le New York Journal, détenu par William Randolph Hearst, et le New York World, le journal de Joseph Pulitzer. Les deux quotidiens s'emparent de l'affaire, consacrant des milliers d'articles au naufrage. Hearst promet même une récompense de $50 000 pour la condamnation du criminel qui a envoyé 260 marins américains à la mort. En réalité, Hearst et Pulitzer ne pensent pas vraiment que les Espagnols soient responsables de la destruction du Maine. Mais les deux manias de la presse veulent la guerre. Ce sera bon pour les affaires. À coups d'articles sensationnels, ils influent l'opinion publique et exigent que l'Espagne libère Cuba du joug colonial. La guerre hispano-américaine débute 2 mois après le naufrage du Maine. Les États-Unis n'ont donc ni le temps ni l'occasion de repêcher l'épave du bateau et de récupérer les corps qui gisent dans ce cimetière sous-marin. Cette guerre permet toutefois à un homme politique méconnu et originaire de la Nouvelle-Angleterre de faire forte impression sur les Américains. Il s'appelle Theodore Roosevelt. Il est à la tête d'un groupe de cavaliers audacieux surnommés les Rough Riders, qu'ils mènent au combat sur l'île. Ils sont célèbres pour avoir pris d'assaut les collines de San Juan sous des tirs nourris et pour avoir détruit les positions espagnoles. Roosevelt devient un héros de la nation et en 1901, il est élu président des États-Unis. En décembre 1910, une fois le conflit entre les États-Unis et l'Espagne terminé, des officiers de la marine construisent un bâtard-d'eau autour de l'épave du Maine. Puis ils vident toute l'eau qui se trouve à l'intérieur. Pour la première fois, ils peuvent inspecter l'épave qui gisait au fond de l'océan depuis plus de 10 ans. Dans le rapport de la commission d'enquête, les ingénieurs concluent qu'il y a probablement d'abord eu une première explosion à l'extérieur du navire, qui aurait ensuite entraîné l'explosion du stock de munitions. Les dépouilles de 70 marins sont récupérées. Ils seront inhumés au cimetière national d'Arlington, à Washington. Les vestiges du Maine sont renfloués, puis tractés en haute mer, pour y être coulés au cours d'une cérémonie solennelle. Depuis plus d'un siècle, les véritables causes de l'explosion et de l'incendie du Maine font débat. Plusieurs commissions gouvernementales et même des chaînes de télévision se sont efforcées de découvrir la vérité. Une mine espagnole, comme celle qui est en photo ici, est-elle responsable de la destruction du navire ? Certains concluent que c'est la seule explication possible à une telle catastrophe. D'autres mentionnent la combustion spontanée de poussière de charbon dans la salle des machines du navire. Le feu se serait alors propagé à la grande soute à munitions du Maine située sous le pont, juste au-dessus de la salle de stockage du charbon. Aujourd'hui encore, les véritables causes du drame restent indéterminées. Les bâtiments de guerre sont probablement les navires les mieux gérés du monde. Mais ils ne sont pas pour autant à l'abri d'un incendie. Ils sillonnent des zones de guerre avec plusieurs tonnes de munitions à bord. Les cuirassés, les croiseurs, les sous-marins et les porte-avions sont de véritables poudrières flottantes.
Le personnel militaire est bien évidemment formé pour éviter que leur cargaison explosive cause une catastrophe. Mais les accidents arrivent. Et dans ces cas-là, les conséquences sont généralement dramatiques. Le porte-avions américain Oriskany en est un parfait exemple. L'Oriskany a participé aux guerres du Vietnam et de Corée. Entre juin et octobre 1966, il effectue près de 8000 sorties depuis sa base dans le golfe du Tonkin, au large des côtes du Vietnam. Aucun incident n'est à déplorer jusqu'au 26 octobre 1966. Un incendie se déclenche sur le pont-hangar à l'avant du bateau, à tribord. Un leurre a accidentellement pris feu près de la réserve de leurre. Paniqué, un membre d'équipage l'attrape, mais au lieu de le jeter par-dessus bord, il l'envoie encore plus près de la réserve, ce qui provoque une explosion, suivie d'un incendie. Les avions sont écartés pour tenter de les sauver des flammes. Les pilotes sont tirés de leur cabine alors que l'incendie se propage en direction de leur quartier. Des hommes se ruent pour déplacer de lourdes bombes qui se trouvent à quelques mètres à peine du brasier et les jettent à l'eau. Les flammes ravagent 5 ponts de l'imposant porte-avions. Les marins s'en remettent désespérément aux lances à incendie en tentant de maintenir une pression hydraulique suffisamment élevée pour éteindre le feu. La mousse des produits ignifuges recouvre les ponts. Une épaisse fumée s'élève à tribord. Les flammes se propagent rapidement, tuant 44 personnes. Parmi les victimes figurent de nombreux pilotes qui, quelques heures plus tôt, rentraient de mission dans le ciel du Vietnam. La plupart des corps des marins décédés sont déposés sur des plateformes suspendues grâce aux imposants treuils du bateau, en attendant que le porte-avions retourne en Californie. L'une des victimes au moins a droit à des funérailles militaires officielles en mer. Les aumôniers récitent des prières et tous les marins de l'Oriskany assistent en silence à la mise à l'eau de leurs frères d'armes. La cérémonie dure plusieurs heures. Des années plus tard, après 50 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, le navire de guerre arrive finalement au bout de son voyage. La marine américaine s'aborde le porte-avions au large de Pensacola, en Floride, le 17 mai 2006. Il mettra exactement 37 minutes à disparaître sous les flots. Il se pose au fond de l'eau à la verticale. Et puisque l'épave se trouve en eau peu profonde, les plongeurs amateurs peuvent l'explorer facilement. L'Oriskany est devenu le plus grand récif artificiel accessible du monde. Les navires transportant des munitions en mer courent de grands risques. Certains laissent entendre que le Morro Castle, détruit par les flammes en 1934 au large du New Jersey, transportait aussi des munitions. Il aurait acheminé des armes et des explosifs depuis les États-Unis pour fournir les révolutionnaires cubains à La Havane. Ces rumeurs alimentent les théories du complot depuis des décennies. Comment le Morro Castle, un paquebot bien conçu de seulement 4 ans, a-t-il pu devenir une poudrière flottante? Nous sommes au matin du 8 septembre 1934, sur la plage d'Asbury Park,
dans le New Jersey. Le SS Moro Castle a brûlé au large pendant la nuit. Sa carcasse gigantesque et fumante se rapproche de plus en plus dangereusement de la côte. Voici des images rares et longtemps oubliées d'un événement terrifiant que le temps a effacé. Des passagers et des membres d'équipage ont sauté par-dessus bord dans la mer déchaînée pour échapper aux flammes. Leurs corps sont sortis de l'eau et déposés sur la plage ou la jetée d'Asbury Park. Ces scènes se déroulent dans l'ombre du bateau gravement endommagé par le feu, qui est sur le point de s'échouer tout près du centre de conférence de la ville. Les enquêteurs découvrent rapidement des dizaines de raisons pouvant expliquer ce drame. Ces surfaces en bois élégamment vernies et ces panneaux de contreplaqué collés sont hautement inflammables. Le navire est équipé de portes coupe-feu, mais entre le plafond et le cadre en acier des portes se trouvent 2 planches éloignées de 15 cm. Les flammes ont donc pu se propager par cet espace. Il y avait des détecteurs d'incendie dans toutes les cabines privées du bateau, dans les quartiers de l'équipage, dans les bureaux, la cale et la salle des machines. Mais il n'y en avait pas dans les salons, la salle de bal, la bibliothèque et le salon d'écriture, où les flammes sont apparues. Il y avait 42 bornes d'incendie à bord, mais la conception du navire ne permettait d'en utiliser que 6 en même temps. Quand le feu s'est déclaré, l'équipage a ouvert presque toutes les bouches à incendie, et la pression de l'eau est devenue quasiment nulle. Le Moro Castle était équipé d'alarmes spécifiques, mais de nombreux survivants affirment qu'ils ne les ont jamais entendues. La réglementation exige qu'un exercice incendie soit effectué à chaque voyage, mais seuls les membres de l'équipage y participent. Face au brasier, les passagers n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire. Une fois l'épave stabilisée sur la plage, les autorités peuvent monter à bord et en extraire le corps du commandant Robert Wilmot. Il est décédé d'une crise cardiaque dans sa cabine, quelques heures avant que le navire s'embrase. Un caméraman s'élance en tyrolienne depuis le centre de conférence jusqu'au bateau toujours fumant. Il filme pour les actualités les toutes premières images des ravages causés par l'incendie. À bord, rien n'a été épargné. Même les plateaux de fruits ont été réduits en cendres. La gigantesque carcasse calcinée devient rapidement une attraction touristique. Des milliers de personnes se rendent sur la plage d'Asbury Park pour voir le paquebot dévasté. Le navire est tellement près de la côte qu'en acceptant de mettre les pieds dans l'eau, les curieux peuvent toucher sa coque. L'épave devient l'attraction la plus célèbre de la côte est des États-Unis cet été-là. Des circuits touristiques s'organisent. On en repart avec une carte postale souvenir du paquebot détruit. La mort soudaine du commandant quelques heures avant le départ de l'incendie suscite la rumeur. Et si ce n'était pas accidentel? C'est le commandant en second, William Worms, qui prend les choses en main après la mort de son supérieur.
et il continue à faire avancer le Morro Castle en plein vent, ce qui attise les flammes. Worms met près de 30 minutes pour autoriser le premier envoi d'un appel de détresse. Mais c'est trop tard. Le feu est déjà hors de contrôle. L'enquête sur la catastrophe du Morro Castle est particulièrement critique et sévère. Les officiers les plus gradés ont échoué à prendre la direction du navire. L'équipage a mal réagi face à l'incendie et a beaucoup trop tardé à demander de l'aide. Le rapport conclut que les officiers n'ont pas cherché à organiser la lutte contre l'incendie. Ils n'ont même pas tenté de fermer les portes coupe-feu. À quelques exceptions près, les membres d'équipage n'ont pas essayé d'acheminer en toute sécurité les passagers vers le pont, ce qui est le plus accablant. Pour de nombreux passagers, la seule issue possible était de se laisser glisser dans la mer ou de sauter par-dessus bord. Les quelques canots de sauvetage mis à l'eau transportaient essentiellement des membres de l'équipage. Et aucun d'entre eux n'a tenté d'aller jusqu'à la poupe du navire pour sauver d'autres personnes. William Worms, promu commandant malgré lui, n'a jamais quitté le pont pour évaluer l'étendue des dégâts. Il a également continué à faire avancer le navire à vive allure sur une longue distance après avoir pris connaissance de l'incendie. Les systèmes sont tombés en panne les uns après les autres à cause de la coupure de courant, mais le mécanisme de pilotage et l'éclairage d'urgence n'ont pas été activés. Le chef mécanicien Eben Abbott et le vice-président de la Ward Line Henri Cabot sont reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation. Entre autres, de négligence volontaire. Ils sont tous les trois condamnés à des peines de prison. Mais la cour d'appel casse les condamnations de Worms et d'Abbott. Elle considère que c'est le défunt commandant Wilmot qui a la plus grande part de responsabilité dans cette tragédie. Dans l'enquête qui suit la catastrophe, l'opérateur radio en chef George White Rogers passe pour un héros. Sans avoir pu obtenir un ordre clair de ses supérieurs, il a envoyé un appel de détresse de son propre chef, alors que sa vie et celle de tous les passagers étaient en danger. Mais plus tard, les soupçons finissent par se porter sur lui, quand il est inculpé d'avoir tenté de tuer l'un de ses collègues policiers avec un engin incendiaire. Puis en 1954, Rogers est condamné pour le meurtre d'un couple de voisins pour des questions d'argent. Il meurt 3 ans et demi plus tard en prison. Aujourd'hui, il est le suspect principal de l'incendie du Morro Castle. La cause officielle n'a jamais été établie, mais beaucoup sont désormais convaincus que le navire a été la cible d'un pyromane. Quelle que soit son origine, sa destruction a permis d'améliorer la sécurité incendie sur les bateaux. L'utilisation de matériaux ignifuges, l'installation de portes coupe-feu automatiques et de nombreuses alarmes incendie, la mise en place de générateurs de secours, les formations obligatoires de l'équipage sur les procédures de lutte contre les incendies et la mise en place plus systématique d'exercices. Toutes ces mesures sont des conséquences directes de la catastrophe du Morro Castle. Peu d'accidents sont aussi terrifiants que les incendies en mer. Depuis les débuts de la navigation, le feu a toujours représenté un danger mortel. Un brasier destructeur peut se déclencher sans avertissement. Il peut toucher tous les navires, peu importe leur nature et leur fonction. Que ce soit des embarcations touristiques effectuant des excursions à la journée, ou les vaisseaux les plus puissants d'une armée en guerre. Quand il se produit en plein océan, avec le ciel bleu pour seul horizon, un incendie incontrôlable est le pire cauchemar des marins. C'est un enfer flottant dont il est impossible de s'échapper.